Voilà, je pense que comme j'arrive un peu en retard, je pense que je vais pas être long parce que pour démarrer, parce que j'imagine que vous êtes tous là. Et voilà, bah, écoutez, bonjour à tous. Bonjour à tous. Merci de votre présence. Voilà, je sais que vous êtes de plus en plus nombreux et ça c'est très bien. Et je crois surtout que ça vous fait plaisir. Les retours qu'on a sont toujours très bons de votre participation. Donc merci beaucoup à vous d'être présents. Merci pour vos remerciements aussi parce que euh, je lis vos commentaires à froid quand j'ai un peu plus de temps. Et à chaque fois que je lis vos commentaires, je trouve que je suis toujours très touché par ce que vous pouvez dire, et notamment par vos remerciements. Ça me fait évidemment plaisir à moi et à tous, toute l'équipe, de savoir que ce qu'on fait ne sert pas à rien et qu'elle est au contraire que ça vous apporte des choses. Alors, pour en revenir un petit peu aux actualités. Alors, si vous voulez, aujourd'hui, ce que je voudrais faire aujourd'hui, c'est faire une réunion un peu plus courte. L'autre jour, on a dépassé 1 heure, c'est trop long. Mon emploi du temps vraiment est trop serré. Et en fait, ce qui nous a quand même coincé un peu, c'est la longueur de la relaxation qui avait duré un bon quart d'heure, je crois. Donc, je ne vais pas faire de relaxation aujourd'hui. J'en ferai par contre, je pense, une plus longue la semaine prochaine. J'essaierai d'en faire une de 20 minutes, 20-25 minutes, et je ferai sans doute pas de texte avec, je ferai des commentaires rapides, mais je ne ferai pas une vraie présentation où je prendrai moins de temps pour ça. Là, aujourd'hui, on va faire un programme un petit peu différent. On va donc pas faire de relaxation. Je vais vous donner quelques informations, quelques conseils, reprendre un petit peu le bilan de la semaine. Je vous parlerai également, je répondrai également, je reviendrai un peu sur un certain nombre de questions qui ont été posées dans la semaine, qui m'ont paru importantes. Donc, je vous prépare un peu de ces réactions. Et puis, je vous donnerai quelques informations également notamment sur une chose qu'on va mettre en place qui peut vous intéresser, en tout cas certains d'entre vous. Et puis, je vous donnerai également, à la fin, je répondrai à vos questions, bien sûr, comme on fait d'habitude. J'essaierai de terminer, comme j'ai 5 minutes de retard, je vais dire à 50, mais pas plus tard. Voilà. Je comptais arrêter à 45, mais là, j'arrêterai à 50. Euh, bon, alors, donc, pour commencer, je voudrais juste faire un petit commentaire sur les dernières informations de la semaine, avec notamment notre Premier ministre, Édouard Philippe, qui nous dit que, et bien sûr, les masques vont être importants. Je pense que tout le monde en a conscience, donc il faudra se munir de masques le plus possible. On en trouvera à peu près partout dans les commerces. Il faudra être très attentif à également les gestes barrières, la distance absolument nécessaire entre nous, hein, dans les magasins, dans les commerces, quand on va ouvrir le 11 mai, à être un petit peu. On considère qu'il faut, ça me paraît énorme, mais 4 mètres carrés de distance entre soi et les autres. C'est une vraie distance, hein, c'est très important. C'est-à-dire, dans un petit commerce, c'est une personne à la fois, deux au grand maximum, et encore très espacé, puis on se croise, donc c'est pas évident. Tout ça, c'est quand même des grosses contraintes et je pense que c'est encore des conditions très dures. Ce qui est également important à retenir de ces informations, ce qui n'est pas la meilleure information, elle n'a pas été trop retenue, c'est qu'on n'est même pas sûr que ça ouvre, enfin que la liberté revienne chez nous, puisque, comme vous l'avez sans doute entendu, il faut un nombre de personnes atteintes en même temps qui sont inférieurs à 3000. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on a un peu plus de 3000. Donc, comme ça baisse, on pense qu'on sera sous 3000, et c'est la condition. C'est-à-dire que si on est à 3200, ben, on ne pourra pas encourir le 11 mai, ça sera apporté quelque chose. Voilà. Donc, tout ça, ce sont pas des. On voit bien, en tout cas, la volonté du gouvernement. Elle est très simple, elle est unique. C'est avoir un nombre de personnes qui soient malades en même temps, qui soit très limité. Ils savent qu'ils ne peuvent pas empêcher les gens d'être malades, que ça se transmettra inévitablement, sauf à être complètement fermés les uns les autres dans sa maison, mais ça, c'est pas possible parce qu'il faut bien se nourrir et puis vivre un petit peu. Mais malheureusement, ils ne veulent pas que on puisse donc enfin, ils considèrent plus exactement que plus on va sortir, plus on risque effectivement d'augmenter la contamination. Il y a un chiffre qui est très intéressant, c'est qu'aujourd'hui, on est à peu près à 0,6-0,7 personnes qui infectent pour un malade. C'est-à-dire, si moi je suis malade,
demain, je vais infecter aujourd'hui dans mon pays environ 0,6 à 0,7 personnes. C'est-à-dire que je casse petit à petit la chaîne de contamination. Alors que, évidemment, si on commence à être si une personne comme moi, par exemple, qui est malade, contamine une et demie ou deux personnes, forcément, les chiffres vont remonter. Voilà, donc c'est très simple à comprendre. Et donc, c'est le critère, le critère de variable, pardon, qui va permettre de savoir ce que fait le gouvernement et quels seront nos droits. Plus on va être sage, plus on va baisser, plus on autorisera un tout petit peu à augmenter les contacts entre les gens. Bon, voilà, tout ça, ça reste très, très, très compliqué. Pour les écoles, les conditions vont être effectivement compliquées. Alors, c'est vrai que beaucoup d'entre vous, je sais, ont peur de cette réouverture. D'abord, chacun est libre. Vous n'êtes pas obligé de sortir, vous n'êtes pas obligé de partir à l'extérieur. Et si vous croisez personne, de toutes les façons, vous n'avez aucun risque. J'en vois vraiment pas. Il y a effectivement le problème des écoles. Le problème des écoles, c'est que, en fait, bon, moi, je ne suis pas tout à fait certain que ça ouvre vraiment. D'abord, ça sera du libre choix. C'est-à-dire que si vous ne voulez pas que vos enfants aillent à l'école, voilà, il faut simplement s'assurer que l'enfant a les moyens de poursuivre l'enseignement qui sera prodigué. De toutes les façons, vous n'aurez pas tous les élèves en même temps. Effectivement, on aura du mal à respecter les 4 mètres carrés de distance entre chaque élève si on a des classes de 15 élèves. Je ne vois pas comment c'est possible. Donc, tout ça, c'est comme dans le métro parisien. Je ne vois pas comment ça va être possible de faire 4 mètres carrés. On envisage de supprimer un siège sur deux, mais un siège sur deux ne sera pas du tout au 4 mètres carrés. Donc, vous voyez, il y a quand même pas mal de. Tout ça, c'est compliqué quand même. Hein. On rentre dans des logiques extrêmement complexes. Et je pense que c'est plus individuellement que vous avez en fonction de votre capacité à gérer le risque de sortir de chez vous ou pas. Capacité à gérer le risque et ou capacité à supporter le confinement aussi. Hein. En tout cas, par exemple, moi je vais vous dire un truc qui est très personnel, mais que je ne dois peut-être pas dire en tant que médecin, mais moi personnellement, je ne suis pas très inquiet sur le virus. Je pense que c'est un virus qui, bon, chez les gens qui n'ont pas de problème de santé, n'est pas aussi dangereux qu'on peut le croire. Le taux de mortalité est 0,57%. C'est les chiffres officiels. 0,57%, ça reste quand même un risque faible, même très faible de mortalité. Hein. Bien sûr, il y a plus de risque d'avoir des complications médicales, mais de mortalité, c'est comme ça qui est le plus important, enfin, avec la réanimation. Mais la réanimation, ça reste aussi un chiffre assez faible, même faible. Je crois que c'est autour de 3%. Donc, on est sur des chiffres très, très, très limités quand même. Donc, si vous voulez, moi, je me dis, si j'ai le virus, je vais sans doute m'auto-immuniser et après, je serai sans doute moins dangereux pour moi-même et pour les autres surtout. Voilà. Mais malheureusement, effectivement, l'idéal, ça serait de ne pas l'avoir du tout et que personne ne l'ait. Voilà. Mais si vous avez très peur du virus, que je comprends parfaitement, parce que c'est de toute façon une peur générale on comprend la peur que vous pouvez sentir, elle est tout à fait compréhensible. Et puis, on a une chance sur 100 ou une demi-chance sur 100, c'est toujours une chance qui fait peur. Ça, c'est inévitable. Donc, enfin, la chance, c'est pas le bon, excusez-moi. Bon, mais tout ça pour dire quoi? Pour dire qu'au fond, si vous avez peur, restez chez vous le plus possible. Maintenant, si le confinement est insupportable, ben voilà, vous savez que vous avez un petit risque élevé de transmettre. Alors, ce que disent les gouvernements, c'est attention quand même, parce que si on ne fait pas attention, si on commence à sortir trop, si on commence à être dans l'insubordination, dans le respect des consignes, eh bien, ça va redémarrer, on va être à 1,5, 2, 2,5, évidemment. Ils vont refermer automatiquement les barrières. Donc, vous voyez, on est comme coincé quelque part. On peut le faire un petit peu, on peut sortir un petit peu, on peut se donner un peu de liberté, un peu individuellement, en fonction de sa capacité à prendre des risques. On a bien compris que le gouvernement prend des décisions qu'il aura à prendre en fonction de la et de la façon dont elle évolue. Pour les écoles, moi je vous dis, vous n'êtes absolument pas obligé d'envoyer votre enfant à l'école si vous avez trop d'attention par rapport à ça. Et encore une fois, vous pouvez vous protéger vous-même en évitant de sortir. Alors, concernant un petit peu maintenant je ne vais pas revenir sur les détails de toutes les consignes gouvernementales. Je regarde rapidement si je vois des choses importantes. Bon, le port du masque, évidemment. Bon, enfin, voilà, je crois qu'il n'y a pas grand-chose de plus très important. Le vrai risque, à mon avis, pour les grandes villes, ça va être le transport public parce que là, évidemment, il y aura quand même des proximités, même si on limite un petit peu, qui vont être compliquées. Alors, la consigne du gouvernement qui est tout
fait légitime, c'est de dire respecter les gens qui travaillent, enfin du moins ceux qui n'ont pas d'activité professionnelle, en essayant de ne pas sortir au moment des horaires de sortie des emplois. Alors, vous allez me dire, il y a des gens qui étaient à 15h, à 16h, à 17h, à 18h. C'est assez compliqué. Mais je dirais, sans doute, éviter les horaires de 17h et 18h, qui sont sans doute les horaires les plus à risque de croiser du monde en sortie de travail. Voilà, donc ça, c'est un point important sur lequel je vais revenir. Je voulais également revenir un petit peu sur les commentaires Facebook de la semaine dernière. Alors, j'apprécie bien sûr parfois beaucoup tous les remerciements, toutes les mots agréables, tout à fait sympathiques que chacun peut adresser. Il y en a eu énormément, donc c'est effectivement très agréable. Je vous dis quand même, c'est toujours intéressant de le dire. Ça fait quand même toujours un peu chaud au cœur de voir. Merci beaucoup, merci pour tout, merci à vous, merci à toute l'équipe, etc. La deuxième chose, je prends quelques messages. Cal nous dit la démotivation et l'envie de pleurer depuis dimanche, pas envie de me lever. Vous voyez, les conséquences du confinement, hein, c'est qu'effectivement, les personnes s'épuisent, finissent par se décourager. Et par rapport à cette motivation, évidemment, je suis bien embarrassé parce que la logique de la protection est tellement forte que, évidemment, on encourage, je dirais, le virus à durer dans le temps. Voilà. Et ça, c'est le gros inconvénient du confinement, de ce quasi-confinement qu'on va conserver pendant longtemps, c'est qu'on va maintenir, je dirais, un taux très bas de transmission, mais on va maintenir pendant très longtemps le virus dans cette situation, et donc nos conditions de vie vont être très aménagées par rapport à ce risque de transmission. Donc ça va longtemps, sauf évidemment si miraculeusement ça disparaissait. Si évidemment la température pouvait un peu faire baisser le virus, mais il y a vraiment des doutes sur la capacité d'une chaleur estivale à 30 degrés à tuer le virus de manière importante. Donc, un petit peu les messages. Alors, merci beaucoup de nous accompagner sur le chemin difficile du confinement. On est bien sur la difficulté du confinement. Ce n'est pas vraiment des angoisses, mais goût et force de rien faire, seul chez moi, comment faire? La solitude est sans doute la pire chose à vivre, la solitude prolongée, l'absence de rien. Donc, c'est pour ça qu'il faut absolument que vous soyez connecté avec des personnes, que vous soyez sur des… Bon, là, il y a Facebook, c'était un moyen de connexion, mais essayez de développer le maximum des contacts avec les voisins, avec la famille, avec d'autres personnes. Mettez-vous sur des Facebook, mettez-vous sur des Zooms ou des WhatsApp pour sortir un peu de votre quotidien, ou même des appels téléphoniques simples pour votre quotidien. Et encore une fois, redonnez-vous des règles de vie, c'est fondamental. Des règles de vie, des horaires pour faire ci, même faites-vous des programmes, faites-vous un agenda hebdomadaire quotidien même de aujourd'hui je fais ça et ça, demain je ferai ça, ça et ça, tels horaires, ça se terminera à telle heure, je me lève à telle heure, je me couche à telle heure, je mange, je déjeune à telle heure, je dîne à telle heure, etc. Essayez d'être le plus rigoureux possible. Plus on est dans cette zone, je dirais, de grand flou, plus on va rentrer dans une activité logique incertaine, avec le grand danger dans cette cas, c'est la perte de repères, c'est le fait de ne pas avoir de temps précis pour être dans une action efficace. Alors, Milena nous dit qu'elle se sent moins seule grâce au Facebook que nous animons et aussi que coordonne toute la semaine dans le cadre de nos rencontres, notamment du Facebook. Comment s'appelle-t-il déjà ce Facebook porte un nom. Le confinement, source d'inspiration. Voilà. C'est le Facebook animé par Astrid. Eh bien, ce groupe confinement positif source d'inspiration, il a quadruplé de messages depuis la semaine dernière et il y a de plus en plus évidemment d'interactions. Donc, on est tout à fait content que tout ça vous sert à quelque chose et que vous donnez crédit à ce projet. Alors, une autre nous dit
être isolé devient difficile. Eh bien, on est bien d'accord là-dessus. Et ça reprend ce que je veux dire. Alors, une personne me dit, l'angoisse, c'est Béatrice. Alors, Béatrice, tout le monde la connaît, hein, c'est Madame Burnout. Hein, elle a écrit un livre, elle a communiqué sur le Facebook, elle est avec nous aujourd'hui. Béatrice, tout le monde la connaît, elle a la télévision, tout ça. Elle nous dit, l'angoisse du déconfinement, c'est surtout des gens qui font fêter cette activité retrouvée dans des proportions de gestes barrières. Alors, moi, je ne suis pas complètement convaincu par Béatrice, pour une fois, hein, parce que c'est souvent des choses très, très justes et très, très, tout à fait adaptées, enfin, tout à fait d'accord avec ce que je pense. Mais moi, je pense qu'on est quand même aujourd'hui, voilà, on est aujourd'hui dans une situation qui reste très importante et les gens sont respectueux des gestes barrières et de la distance qui est prise. Donc, moi, il faut plutôt considérer que c'est bien, chacun met beaucoup de bonne volonté et il y a beaucoup de discipline dans notre pays, contrairement à ce qu'on peut entendre souvent. Je suis une personne en burn-out. Dès un peu de force, je vous écris. Ça, c'est Elodie, qui a fait un burn-out depuis 10 mois et qui est rien du tout. Pas confiance aux autres, aller en course et avoir des personnes qui ne respectent absolument pas les barrières. Phew. Bon, vous voyez, il y a des. Alors, moi, c'est vrai que je ne fais pas tellement faire des courses. J'ai mon épouse qui s'en occupe, les enfants un petit peu, donc je fais très peu de courses. Je ne me rends pas bien compte, mais je n'ai pas l'impression, là où je suis, que quand je vais acheter du pain ou mon journal, je n'ai pas l'impression qu'il y ait beaucoup d'irrespect, mais peut-être que vous avez raison. Peut-être aussi que votre inquiétude est un petit peu excessive. Et en tout cas, avec le mal, oui, vous savez, moi, je suis tous les jours au travail, je croise tous les jours du monde. J'ai eu des gens il y a quelques semaines qui ont eu le Covid, que je voyais jours, j'en ai eu au moins 3. Eh bien, je n'ai pas attrapé le Covid, ou déjà attrapé, je ne m'en suis pas du tout rendu compte. Donc, bon, voilà, je crois que, vraiment honnêtement, j'essaie d'être le plus honnête possible, bien sûr, hein, et peut-être que peut-être que j'aurai le Covid un jour et que ça se terminera mal pour moi. Hein, mais j'ai peut-être une philosophie qui me permet d'accepter ça. Mais honnêtement, je ne pense pas que je mette ma vie en jeu quand je vais chez un commerçant aujourd'hui. Ça, c'est mon sentiment. Mais peut-être que, avec un masque, je dis bien. Et peut-être que je me trompe, mais je crois vraiment qu'il ne faut pas non plus trop s'alarmer. Donc, vous me donnez de l'espoir. Je vais super bien. Ça, c'est quand même sympa. Lupetta qui nous dit qu'elle a guéri, mais qu'elle a peur de replonger. Évidemment, tout le monde a peur de replonger. On n'est jamais à la replonger. Et malheureusement, dans la dépression, on a effectivement les dépressifs ont un petit peu plus de risque de rechute que les gens qui n'ont jamais fait de dépression. Ça, c'est assez vrai. C'est pas pour ça qu'ils rechutent tous. Hein. La moitié ne rechute pas. Hein. La moitié des dépressifs ne rechuteront jamais, mais la moitié peuvent rechuter. Pas forcément 20 fois, hein, mais ça peut être une fois ou 2 fois. En tout cas, ce qui est vrai, c'est que les gens qui ont une sensibilité dépressive, ils ont cette capacité à retomber en dépression parce qu'ils ont une sensibilité. Alors, c'est un point faible, mais c'est aussi un point fort. Parce que cette sensibilité, c'est un atout. Et moi, je dis souvent, si demain, je vous donnais la possibilité, ce qui n'est pas le cas, rassurez-vous, parce que je suis pas le bon, bien évidemment, et même le bon Dieu, s'il existe. Bon, si demain, je vous donnais la possibilité de guérir de votre sensibilité, c'est parce que ce n'est pas une maladie d'être sensible. Et disons, si je vous disais, voilà, vous avez le choix de ne plus être sensible, et comme ça, vous faites dépression. Eh bien, je suis à peu près convaincu que la très grande majorité d'entre vous dirait, ben non, très bien avec ma sensibilité. Parce que ma sensibilité, elle me fait ressentir plein de choses. Elle me fait avoir plein d'amis. Elle me fait apprécier plein de choses. Et puis, c'est la façon de voir les choses. Et je ne veux pas changer ma façon de voir les choses. C'est ma façon de voir les choses. Il y a une habitude à soi et à sa manière de penser. Et au fond, on nous intéresse de changer notre manière de penser. Et on s'aperçoit quand on veut vraiment le faire, on n'y arrive pas. C'est très compliqué de transformer sa manière de penser. Voilà. Donc, ne soyez pas dans le rejet de votre personnalité, le rejet de votre sensibilité. C'est un atout et c'est une qualité qui parfois se révèle désagréable, voire mauvaise, dangereuse, hein, parce que c'est pas rien.
mais c'est quelque chose qui aussi donne beaucoup de qualités supplémentaires supérieures parce que ça vous permet de sentir beaucoup plus de choses que quelqu'un qui n'a pas de sensibilité. Et peu de sensibilité, il est plus protégé, c'est vrai. Mais voilà. Alors, on me dit que le son n'est pas très bon. Je suis bien embêté par rapport à ça, je ne sais pas pourquoi. Alors, j'ai mon technicien à côté de moi, Richard, on n'a pas le nommé, qui essaie de m'aider à trouver une bonne sonorité. On va voir dans les prochaines minutes si ça s'arrange. J'espère que ça va aller mieux. Alors, de relaxation, d'autres, je me rapproche un peu parce que peut-être que les lois ne sont pas bon. La séance de relaxation, donc vous avez compris, aujourd'hui, je n'en fais pas, mais je vois que c'est apprécié, donc je pense que j'en ferai. Certains ont apprécié ce que c'était que la définition de la fatigue de la dépression. Je vous rappelle que la fatigue, c'est un état de maladie. Hein. Dans la psychiatrie, ça existe, en psychologie, ça existe, et c'est très fréquent. C'est la fatigue d'épuisement, la fatigue de stress. Et encore une fois, les gens qui sont impliqués psychologiquement, qui ont des émotions fortes, eh bien, ils se fatiguent beaucoup plus vite que les personnes sont plus fortes des événements. La fatigue n'est pas quelque chose de grave, inquiétant, simplement c'est un signe de votre sensibilité et de votre épuisement psychologique. On n'oublie pas que la dépression peut nous amener à perdre la vie, et oui, c'est absolument certain. La dépression, c'est une maladie absolument particulière qui justifie beaucoup de surveillance, beaucoup de prise en charge, qui peut durer un certain temps, même parfois un temps un peu long, et qui justifie absolument de surveiller les personnes qui ont des idées suicidaires. Donc, Béatrice nous dit, bonjour Béatrice, c'est pour elle, ce temps est un réseau des temps qu'elle apprécie bien, ainsi je pense que les Facebook ont organisé. D'autres qui parlent beaucoup de la relaxation, qui disent combien ça leur a fait du bien, ils apprennent à réaspirer, inspirer, aspirer, oui, et qui trouvent que c'est important de faire ces séances. Donc, on en refera la semaine prochaine. On se fait une belle séance, promis. Voilà. Un petit peu les commentaires. Il y a quelqu'un qui me parle d'une boule d'angoisse dans l'estomac. La boule d'angoisse dans l'estomac, c'est très typique de l'angoisse psychique. Hein. Je vous l'expliquais une fois précédente. Vous avez votre cerveau, il est connecté très naturellement au plexus solaire. Le plexus solaire, je vais vous montrer où il est. Je vais changer la caméra. Je vais vous montrer où il est. Il est exactement là. C'est le point qui est là. Alors, c'est dans l'abdomen, bien sûr. Et là, vous avez un point, un qui est gros comme mon point, vous voyez, pareil. Quand vous avez un point ici, ça vous fait affreusement mal pour certains temps. Eh bien, ça part de là. Et ce paquet de nerfs qui se déverse dans l'abdomen, dans l'estomac, dans le tube digestif, dans le thorax. Et donc, c'est lui qui donne ces sensations de pression. C'est lui qui a des sensations de tension physique, abdominale, de contracture, de spasme digestif. Ça peut aussi favoriser la constipation ou la diarrhée, bien sûr. Hein, quand vous sentez parfois que ce paquet de nerfs, ça agite, ça anime un petit peu la contraction du tube digestif et ça fait sortir plus vite, évidemment, le bol alimentaire. Et puis, ça peut donner des douleurs cardiaques, des douleurs précardiaques, ce qu'on appelle des cardialgies, des douleurs proches du cœur, qui ne sont pas en fait équivalents de maladies cardiaques graves, mais des équivalents de stress qui se traduit sur le corps. Voilà un petit peu quelques informations. Je regarde si j'ai encore d'autres informations. Quelqu'un qui nous dit, Corinne, qui nous dit que le manque des enfants est très difficile à vivre. Ça, je peux le comprendre. C'est un des gros problèmes du confinement, c'est qu'on ne voit plus certains de ses proches, certaines familles, certains enfants. Écoutez, on est tous un petit peu dans cette situation de ne pas être rassemblés régulièrement comme on le faisait avant. Alors, la conversation là, ça également par certaines personnes. Alors, je réponds aux questions d'aujourd'hui, puisque là, ça a eu le temps d'arriver. Je voudrais répondre à quelqu'un qui s'appelle Emmanuel et qui nous demande quand on va réouvrir. Alors, sur cette question précise, très honnêtement, je n'ai pas de réponse précise.
aujourd'hui, on n'a pas de date, toujours pas de date sur quand les termes vont évoluer. On peut penser que, enfin, on est dans négociation en tout cas pour une mesure, puisque le 15 juillet a été envisagé comme une date possible de réouverture. Cette date, pour nous, reste la date possible. Je ne dirais pas probable, mais possible. Voilà. Mais aujourd'hui, on est dans une négociation complexe avec la direction générale, avec les ARS. On a un certain niveau, un certain nombre d'organismes qui vérifient, contrôlent, discutent, échangent, etc. Et je travaille avec la Société française de médecine thermale sur les conditions de la réorganisation des soins au terme, parce qu'on veut sécuriser au maximum les choses. Par exemple, il va y avoir sans doute des surveillances un petit peu des patients à l'arrivée au terme, thermomètre. S'il y a une grosse température, on serait obligé de demander aux personnes de se faire soigner. Voilà, des choses comme ça. Ou alors s'assurer que les personnes soient à une distance suffisante les uns entre les autres. Ça veut dire qu'il faudra faire passer moins de personnes chaque heure au terme. S'assurer aussi que les circuits soient sécurisés, que les gens ne croisent pas toutes les 5 secondes. Au contraire, que quand ils se croisent, on va d'ailleurs essayer d'éviter les croisements, mais s'il y a des croisements, voilà, qui soient très brefs et tout à fait sécurisés, un petit peu éloignés, etc. Vous voyez donc que toutes ces conditions sont en train d'être travaillées pour que tous les établissements thermaux respectent ces conditions. Et puis, voilà, s'assurer toujours que les malades peuvent intégrer les termes sans risquer d'entraîner chez d'autres la maladie. Donc, ce sont des conditions qui sont exigeantes, qui demandent du temps pour être bien appliquées, mises en place. Il y aura sans doute aussi une formation du personnel, de l'ensemble du personnel à ces règles et également à l'écriture des protocoles. Voilà, donc tout ça va prendre encore un peu de temps. Il me semble que le pourrait être une date raisonnable si le virus n'est pas trop actif, si on arrive à contrôler la situation. Il me semble que le 15 du date à peu près raisonnable, mais on est encore d'accord. Et après, je vous dis que les semaines reviennent vite. Je pense qu'on n'aura pas de réponse avant au moins la fin du mois de mai pour une date précise. Voilà. Ceci étant, on a quand même bon espoir que avant la fin de l'été, bien évidemment, nous on s'organise en tout cas pour qu'il y ait une continuité d'ouverture entre le moment où on ouvrira et le moment où on fermera en 2021. C'est-à-dire on aura sans doute 18 mois continuels de cure thermale pour que on fait nos travaux actuellement. On est en train de signer pour votre information des contrats pour des travaux pour que tout ça soit fait maintenant, parce que là, on peut y aller, il n'y a pas de bruit, enfin, le bruit ne dérange personne. Et on veut améliorer notre station pour qu'elle soit le plus optimale possible, je dirais, à la rentrée. Donc, tout ça, on y réfléchit beaucoup tous les jours. On ne réfléchit pas qu'à ça, d'ailleurs, et je vais vous dire un peu à ce à quoi on réfléchit aussi. Mais ça fait partie des éléments très importants. Alors, beaucoup de personnes vont-elles se réfugier dans l'alcool et la drogue ? Oui, c'est un risque, Gérard, que, eh bien, on tombe là. Et j'écris toutes les semaines des posts actuellement, des tribunes, certaines d'ailleurs font l'objet de transmission à la profession ou à des journalistes. Eh bien, attention au danger du confinement, à la perte d'espoir qu'on est en train de créer chez les gens. Il faut être très très prudent. Vous avez besoin d'aide. Et plus le temps va passer, plus la chose va durer, plus je crois fortement qu'on soit amené à avoir un confinement durable dans le temps. Des conséquences durables dans le temps, avec effectivement le risque d'état moins. Alors je vous le rappelle et je vous le répète, outre ce Facebook, bien sûr, qui est un lieu d'échange, je vous encourage à la séance 10 à aller consulter vos médecins. Tout le monde dit aujourd'hui que la médecine n'est pas surchargée du tout, contrairement bien sûr à ce qu'on pourrait imaginer, à part bien sûr les centres de réanimation qui sont de moins en moins surchargés et qui quand même évidemment ont des cas très lourds à gérer. Les autres services de médecine, cabines consultations,
travaillent à peu près à 40% de leur activité habituelle. Donc, cette espèce de déflagration, je dirais, de la cotation de la demande de soins n'est pas justifiée du tout. Vous pouvez aller dans les cabinets, vous pouvez aller dans les lieux d'hospitalisation. Si vous n'êtes pas bien, sachez en tout cas, nous, aujourd'hui, on a un peu plus de la moitié de nos lits qui sont pleins. Donc, on a encore une vingtaine de places. Voilà, donc on ne demande pas que les gens viennent pour nous faire plaisir. C'est pas du tout ça, c'est pas une publicité que je vous fais là. Parce que de toutes les façons, on a des garanties de financement. Donc, c'est pas un problème d'argent, cette affaire. Mais sachez quand même que, bien sûr, on est prêt à vous soigner, à vous prendre en charge si votre état n'est pas bon. Et on n'est pas les seuls en France à pouvoir vous aider à cette dimension-là, croyez-le bien. Que donne le taux de mortalité sans confinement? Eh bien, c'est une bonne question parce qu'effectivement, le taux de mortalité est à 57%. C'est le taux de mortalité qui, en fait, prévoit l'absence de confinement. C'est-à-dire, c'est le taux de mortalité naturel. Si vous avez le virus, vous avez 0,57% de chance de mourir. Voilà, c'est ça que ça veut dire. Mais quand on freine considérablement le risque d'avoir le virus par l'attitude qu'on a, c'est-à-dire comme on est extrêmement confiné, qu'on est extrêmement prudent, etc., eh bien, en imaginant qu'on jusqu'à la fin, ou imaginons qu'on a un vaccin qui arrive dans 6 mois, eh bien, qu'est-ce que ça voudrait dire? Ça voudrait dire que, évidemment, la population serait pas du tout à 57%, pas du tout. Elle serait à beaucoup, 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 beaucoup moins. 57%, c'est le taux si on a le virus. Si très peu de gens ont le virus, ça restera 0,57%, mais d'un nombre de gens, oui. Donc, par exemple, si vous avez 100 personnes, enfin, si vous avez 200 personnes, vous avez un mort. Voilà. Et si vous avez 1000 personnes, ben vous avez 1000 personnes divisées par 200, par 0, ça fait 5 morts, si je ne m'abuse. Voilà. Donc, vous voyez, donc le déconfinement n'a qu'un intérêt, le confinement n'a qu'un intérêt, c'est de vous permettre de réduire le nombre de morts, mais pas le taux de mortalité du tout. J'espère que vous avez tout à fait comprendre. Alors, Béatrice, justement, je n'ai pas compris l'histoire des 3000 personnes. Alors là, j'avoue que je ne sais pas de quoi vous parlez. Au début, j'ai parlé de 3000 personnes, mais alors Béatrice, je suis désolé, mais je ne sais plus. Ça me reviendra peut-être. Mais vous voyez, c'est le début de la maladie, peut-être, le trouble de la mémoire. Pareil que la maladie touche le cerveau. Dans certains cas, c'est rare, hein, rassurez-vous, mais ça peut toucher le cerveau, mais pas sous cette forme-là, pas sous la forme de la, sous la forme d'une atteinte de la mine c'est une inflammation, si vous voulez, de la cellule nerveuse. Beaucoup de personnes sont positives au Covid sans symptômes. Sont-elles contagieuses? Alors oui, bien sûr, contagieuses. Elles sont contagieuses. C'est ça le problème d'ailleurs. Beaucoup de personnes ne sont pas dangereuses par rapport au Covid en lui-même, mais la contagiosité de ces personnes est malheureusement réelle. C'est pour ça que les tests sont importants et c'est pour ça qu'il faut quand même aller vers la multiplication des tests voilà, pour vous, pour les autres, hein, notamment pour les professionnels de santé, parce qu'on a besoin de savoir qui est atteint, qui est à risque. Et exemple, je vous donne un exemple. Les gens qui rentrent en clinique chez nous à Sojon actuellement, tous les patients, parce que c'est à peu près partout pareil, tous les patients sont confinés pendant 48 heures. Pour une raison qui est simple, c'est qu'à l'entrée, donc on leur fait un examen, on leur surveille la température, et puis jusqu'à maintenant, on n'a pas eu de cas, je ne sais pas, on a peut-être plus de 180 patients depuis un mois qui sont venus. Jusqu'à présent, on n'a pas eu de cas où les patients ont amené de la fièvre. Et on a une région qui est particulièrement à l'abri aussi. On a moins de une personne sur 100, je crois, qui est malade dans notre région. C'est vraiment. Mais si vous voulez, je reviens à mon malade qui arrive. On l'examine, on lui fait la température, on fait un test. On regarde le test envoyé à Paris, on a la réponse dans les 48 heures. Si le patient est positif, il est confiné, bien évidemment, vous comprenez. Si le test est négatif, eh bien, il n'est pas confiné parce qu'on considère que le risque de transmission est quasiment nul. Même si le test, ce n'est pas 100%, c'est 70%. Enfin, c'est quand même pas rien. Si vous n'avez pas de signe, pas de fièvre,
Et la négative, bon, voilà, après, à ce moment-là, il ne faut plus rien faire. Va-t-il y avoir une seconde vague? Ah, eh ben, la question à la réponse, elle est claire. Je l'ai donnée tout à l'heure. Oui, on aurait une seconde vague. Si on est dans un déconfinement total, on aurait une seconde vague. C'est ce que nous explique le gouvernement. Le gouvernement ne veut pas de seconde vague et dit, voilà, qu'on ne veut pas de seconde vague, eh bien, vous allez sortir de votre maison de manière très prudente. Moi, je répète, le truc qui est très intéressant à comprendre et qui est tout. Si vous avez, pour une personne malade, une personne qui reçoit enfin, à qui on transmet le virus, alors imaginez qu'il y ait 1000 personnes aujourd'hui qui soient malades aujourd'hui, eh bien vous en aurez 1000 la semaine suivante. Parce qu'il y en a sur les 1000, il y en a qui vont plus être malades, et sur les 1000, il y en a sur les autres, il y en a un certain nombre qui vont être malades. C'est-à-dire que c'est pour un. Quand vous en avez un malade, vous en avez un qui va être malade à suivre. Aujourd'hui, on est à 0,6. C'est pour ça que les chiffres restent. Si on ouvre toutes les portes, qu'on fait n'importe quoi, on repartira sur le taux à une personne transmet le virus à 3 personnes à peu près. Donc, on sera 3 fois plus nombreux au bout de X semaines. Voilà. Donc, vous voyez, c'est très simple. Si on ne fait pas attention pendant 6 mois, eh bien, de toute façon, au bout de 6 mois, la maladie disparaîtra. C'est de l'autre logique. Hein. L'autre logique est de dire, voilà, tant pis, on sait qu'il y a beaucoup de morts en même temps, qui serait beaucoup plus embêtant. Et c'est là le vrai risque d'ailleurs. Parce que c'est plus des morts, c'est des morts dans peu de temps. Et c'est dire que le nombre le nombre de comas artificiels ferait en sorte qu'on ne pourrait peut-être pas arriver à soigner les malades en même temps. Je ne supporte plus le confinement, je reprends le travail lundi, est-ce le bon choix? Eh bien, vous voyez, c'est très personnel. Je trouve ça très personnel. Et je trouve que je comprends parce que je travaille. Et je n'envisage pas de ne pas travailler. Et si je suis malade ou je s'arrêterait, parce que c'est un problème de respect de tout le monde. Et puis, la maladie, peut-être, m'empêche de travailler, tout simplement. Parce que moi, j'ai un de mes confrères qui était malade, même deux. Les deux, ils n'ont pas pu travailler, c'était pas possible. Donc, si je ne peux pas, je ne peux pas. Mais même si je peux, je ne le ferai pas, évidemment. Parce qu'il n'est pas question de mettre la maladie si je sais que je l'ai. Voilà. C'est ça le critère majeur. Mais après, si vous êtes prudente, vous n'avez pas la maladie, vous êtes prudente, et que vous avez votre masque toute la journée, etc., vous n'avez pas de raison, et le gouvernement ne vous dit pas tous que allez travailler. Il y a un certain nombre de mesures que les employeurs doivent vous donner, il y a des protocoles qui vous sont transmis, etc., et qui font que vous êtes à une certaine distance, vous ne pouvez pas être plus de temps dans une pièce. C'est connu, hein, 10 par pièce, 3-4 mètres carrés d'espace entre deux personnes, au moins 1,50 m, 2 mètres, disons, avec le voisin, le masque sur le visage, etc. Oui, bien sûr, vous pouvez travailler, vous avez raison, sauf si vous êtes tétanisé par la peur ou que vous avez des conditions qui vous empêchent de le faire parce que vous êtes trop fragile, trop sensible, etc. Le rythme, c'est essentiel. Avec de bonnes études, c'est ce qui m'apporte un cadre nécessaire à m'éparpiller, Aline. Eh bien, on est tout à fait d'accord, mais c'est très important, Aline, ce que vous dites, très important. Et je vous encourage tous autant que vous êtes. Et un rythme de vie. Ne soyez pas dans. Rien n'est pire que le flou total. Vous savez, ce truc là dans lequel on est, où on ne sait plus quand ça se termine. Ça, c'est vraiment le grand drame. Que veut dire dépression chronique et récurrente? Alors, dépression chronique, c'est une dépression qui s'installe dans le temps et qui dure. Elle dure alors, dépression chronique, c'est au bout de 6 mois. Voilà, ça dure 6 mois. Vous avez une dépression qui résiste. Excusez-moi, je ne suis pas tout à fait en harmonie avec la vérité. La dépression résistante, c'est une dépression qui résiste à plusieurs médicaments sur une durée de 6 mois. La dépression chronique, c'est plus long. C'est au bout d'un an et demi, 2 ans, on parle de dépression chronique. C'est-à-dire que c'est résiste, ça s'installe et ça ne disparaît pas. Vous voyez, le premier niveau, c'est la dépression. Le niveau, c'est la dépression résistante. Le deuxième niveau, c'est la dépression chronique. Alors, la dépression récurrente, c'est vous faites une dépression qui dure 3 mois, 6 mois, bon, ou qui est au bout d'un mois. Parce que la dépression elle ne guérit pas toute seule et elle ne guérit pas toute seule en un mois, généralement. Elle dure plus de temps. Et quand on la traite, souvent, dans beaucoup de cas, 70% des cas, on arrive à la réduire assez rapidement. Et puis, votre traitement est allégé, voilà, les choses vont bien, vous partez, prenez une vie normale. 3 ans, 5 ans, 10 ans, 20 ans plus tard, à l'occasion quelque chose, et ben, vous faites une
dépression. Et vous en faites une troisième 5 ans plus tard, et une quatrième. Là, on dit que c'est une dépression récurrente. Et alors, bon, c'est vrai que si vous faites une dépression à 20 ans et une à 75 ans, on ne va pas parler de dépression récurrente, on va parler de 2 dépressions. Si par contre, si vous faites une dépression à 45 ans et une autre à 70 ans, pareil. Si par contre, vous faites une dépression à 35 ans, une dépression à 38 ans, une dépression à 43 ans, une dépression à 40 ans, là, on va commencer à parler de dépression récurrente. Il y a une régularité, une fréquence assez habituelle. Alors, la terminologie exacte, Florent, je ne la connais pas très précisément. Je ne sais plus si c'est s'il y a un nombre de dépressions pour parler de dépression récurrente en limité. Mais dans la pratique, on voit que c'est une dépression récurrente. Il y a un autre terme, c'est la dépression, je vais vous le dire, c'est la dépression, c'est la dépression, je suis désolé, ça ne me revient pas. C'est un terme qui veut dire que la dépression est améliorée, mais qu'elle n'est pas complètement. Et quand vous avez cet état de dépression, je ne sais plus comment, moi j'ai perdu le terme, eh bien, ça veut dire une dépression qui est de résilience, mais qui n'est pas complètement totale. Alors, quelqu'un me demande si ça va ouvrir pour le 15 août. Eh bien, la même. Il y a de bonnes chances que ce soit ouvert le 15 août. Il y a de bonnes chances, je dirais, on est à 3 chances sur 4. Voilà, un petit peu avant. Moi, je pense qu'on est à 2 chances sur 3 pour le 15 août, 3 chances sur 4 pour le 15 août. Voilà, c'est un mais ce n'est pas 100%. Voilà. Donc, je vais vous dire, allez-y, réservez votre cure. Je suis je ne peux pas vous l'affirmer. Parce que si je dis qu'après, ça ne se fait pas, ben, vous me direz, vous me le dire. Si le cours est plus long prévu, y aurait-il des projets de prise en charge collector Zoom sur les thèmes ou l'école thermale du stress? Alors ça, c'est une très bonne question qui m'amène à parler d'un sujet dont je parlais. D'abord, je voulais vous dire qu'on réfléchit beaucoup, bien sûr, à l'après thermal. Alors, après cure thermale, pardon, à l'après confinement et après virus. Alors, effectivement, on voudrait développer des activités autour de la prise en charge des troubles anxieux, des troubles dépressifs. On travaille dessus. Contrairement à ce qu'on croit, ces phases-là sont des phases extraordinaires pour travailler, même si ce n'est pas trop la règle à vivre. Ça a cet avantage, on peut vraiment avancer dans des projets. Et on le fait. Alors, par exemple, j'ai 2-3 informations à vous donner. On en reparlera dans la chaîne, ne vous inquiétez pas. La première information, c'est qu'on réfléchit bien sûr à un stage déconfinement, sortie de crise. Quand on sortira de la crise, il y a évidemment un certain nombre de traumatismes psychologiques qui ont été rencontrés dans le cadre de la crise. Et ces traumatismes, évidemment, c'est promis, on saura les aider avec vous, on saura vous accompagner parce que on sera dans la phase de résilience, chère à Boris Cyrulnik, qui consiste à dire attention, il va voir que j'arrive à gérer toutes les émotions qui se sont accumulées, que j'ai réussi à gérer pendant cette crise qui a duré un temps, peut-être même un temps long, mais je sais qu'après, je risque d'avoir des actions négatives à plus long terme. Deuxième chose, on est en train de mettre en place une cellule d'accueil et d'écoute, de soutien. Elle s'appellera SES, cellule d'écoute à Saujon, de Saujon. Et cette écoute, elle sera attribuée, on ne va pas la faire parce que c'est trop compliqué, mais on vous donnera un accès à un numéro de téléphone. Ça sera réservé aux aidants en difficulté et aux soignants également en difficulté. C'est des axes sur lesquels on est engagé vis-à-vis de l'ARS pour avoir des actions précises. Et donc, on est en train de mettre en place une organisation avec une cellule d'accueil qui va répondre à vos questions. En deuxième niveau, on aura une psychologue, un cadre de santé qui évalueront vos besoins aux gens et aux soignants et qui vous appellera ou prendra avec vous pour évaluer sur les besoins et la rapidité, etc. Et éventuellement, dans un troisième niveau, on vous proposera une prise en charge plus particulière à votre difficulté. Si c'est une hospitalisation, si on peut ouvrir une cure thermale dans certains cas, dans d'autres cas, ça sera de la consultation psychologique ou médicale, etc. Et puis, dans un troisième niveau, on envisage de développer bien sûr des programmes pour l'école thermale du stress et peut-être au-delà des programmes, on envisage de faire, mais là c'est un peu plus à moyen terme, c'est un sujet sur lequel on commence à travailler. On
envisage de mettre en place, de faire à Saujon un centre référent de la prise en charge de l'anxiété, du burn-out, de l'épuisement, etc. Donc, tout ça, je vous en parlerai, parce que comme l'occasion nous est donnée d'échanger régulièrement, je me permettrai de vous en parler un petit peu plus. Mais le prochain sujet dont je vous parlerai, parce que ça c'est un sujet qui est brûlant aujourd'hui, c'est pour les aidants et pour les soignants, la cellule d'écoute et de conseil qui pourra donc, vous permettre d'avoir des solutions immédiates et des solutions à moyen terme par le biais des prises de prise en charge plus spécialisées. Quel conseil donnerez-vous aux personnes dont les parents sont en EHPAD? Alors ça, c'est une très bonne question. C'est une question très large. Je vais faire l'objet, je vous signale quand même d'un vrai Facebook Live. Et peut-être pourquoi pas d'un prochain. Évidemment, quand vous avez des EHPAD, aujourd'hui, vous avez quand même, vous le savez, peut-être aller les voir, sous réserve, avec vraiment bien l'EHPAD, sur un temps limité, avec le masque. Donc ça, évidemment, vous pouvez le faire. Oui, vous pouvez y aller. Je pense qu'il faut le faire de manière extrêmement importante, en étant à distance du parent, avec le masque, parce que chez des gens de 85, 10, 15 ans, le risque de la maladie est extrêmement important. Et je pense qu'il faut faire très attention quand même dans votre contact avec eux. Mais je pense que dans la balance, je vous conseille personnellement d'y aller pour eux, parce que chez des usagers, c'est très déprimant de voir personne. La compréhension qu'ils ont de la maladie est peut-être un petit peu éloignée de la nôtre, surtout quand vous avez une démence. Et 3 ans, et encore une fois, quand vous avez une démence, c'est très clair. Plus vous mettez du temps à voir les gens, plus il y a de l'espacement, si vous voulez, plus se désactivent émotionnellement, et plus ils vont plus vite disparaître, en tout cas se déconnecter de la réalité du quotidien. Et c'est pour ça qu'on a tous besoin d'action, tous besoin de vie sociale. Parce que quand on se désocialise complètement, eh bien, ça devient vite dramatique. Et je pense que la sociabilité dans la maison de retraite soit très favorable. Quelles sont les personnes à risque face au Covid? Alors ça, vous allez sur Internet, vous trouverez les réponses. Il y a le problème de l'obésité, il y a le problème pulmonaire, il y a le problème des infections neurologiques. Renseignez-vous, je ne les ai plus tout en tête, mais vous avez un certain nombre de risques. L'âge, évidemment, qui est un risque, peut-être pas d'ailleurs plus de risque d'attraper la maladie, mais en tout cas de gravité par le fait que quand on a la maladie, on a plus de danger personnel. Je vais m'arrêter là. Peut-être il me reste 2 questions et je n'irai pas plus loin. Comment enlever la culpabilité d'un proche atteint de dépression a décidé de nous quitter? Alors là, je pense que la culpabilité n'apporte jamais rien dans ces situations-là. Si vous avez quelqu'un qui a des idées noires, qui vous en parle, vous ne réfléchissez pas. Vous dites à la personne de se faire soigner. Ce n'est pas de votre responsabilité, ce n'est pas de vos compétences, ce n'est pas de votre relation affective, ce n'est pas de ce niveau-là que de prendre en charge quelqu'un qui vous exprime des intentions suicidaires, quelqu'un qui vous exprime un degré de souffrance qui est trop élevé. Vous ne pouvez pas prendre en charge la personne. Ce n'est pas de votre niveau. Si quelqu'un est décédé dans votre entourage, eh bien, vous pouvez aussi considérer, vous devez aussi considérer que ce n'est pas vous qui l'avez tué. C'est pas une question de responsabilité, c'est une question de volonté de la personne. C'est l'acte. Vous comprenez bien que l'acte de se suicider, c'est un acte tellement intense et tellement grave qu'il faut des choses incroyables en soi pour prendre cette décision-là. On peut toujours se dire qu'on aurait peut-être pu être plus en éveil, peut-être plus orienté davantage sur le médecin, être un peu plus prudent, etc. On peut se dire ça, et ça peut se rapprocher d'un sentiment de culpabilité. Mais ça ne doit pas être de la vraie culpabilité. La vraie culpabilité, c'est qu'on ne peut pas faire quelque chose. La psychiatrie, on sait, c'est un risque suicidaire. La cancérologie, c'est une autre forme de risque. La cardiologie, l'arrêt cardiaque, on pourra toujours se dire, j'aurais pu me douler il y a 3 jours, il m'a parlé d'une douleur qu'il avait au cœur, ou j'étais fatigué, il était proche du burn-out. On pourra toujours dire ça. Mais en réalité, personne n'est à la place du sujet qui
et dans cette intensité de douleur personnelle. Et on voit régulièrement des gens qui se suicident pour lesquels l'entourage n'avait pas mesuré du tout la gravité. Mais en tout cas, bon, il y a deux choses différentes. Il y en a un, c'est d'abord la culpabilité n'apporte rien et il faut vivre pour les gens avec qui on est, c'est-à-dire il faut rester quand même concentré sur la vie sur Terre avant de penser au drame de la personne partie. Et ça, c'est valable pour tous les deuils. Dans tous les deuils, il faut essayer de se concentrer sur le présent parce que rester avec le mort, même si on pense beaucoup à lui, ça ne change rien à l'affaire et ça, le drame qui serait de mourir renforcerait la victoire de la mort. Donc, ne pas, ne pas, faire de, ne pas oublier ça. Le deuxième point, c'est que, à titre personnel, quand vous avez l'occasion de voir quelqu'un dans votre entourage qui va pas bien, qui est en douleur, vraiment, dites-lui de se faire soigner et vous ne pouvez pas prendre en charge. Et vous dites bien à la personne, ce n'est pas à moi de prendre en charge ton état de souffrance, je ne suis pas capable, je ne suis pas compétent. Émotionnellement, on ne peut pas gérer cette chose-là. Et si tu veux me faire plaisir, si tu veux m'apporter quelque chose, si tu souhaites ne pas m'éviter de vivre dans la souffrance, eh bien, la seule chose que je te demande, c'est de te faire soigner par des professionnels de santé. Je termine, comme je l'ai promis, il est presque 6 heures, donc j'ai dépassé largement d'autoriser. Je voudrais une fois vous remercier tous pour vos questions, pour vos messages, pour le nombre de vos commentaires, pour vos questions, pour votre fidélité, votre amitié aussi. Je voulais parler du confinement, source d'inspiration. J'avais plein de choses à vous dire. Vous voyez, je trouve qu'on a énormément de choses à se dire finalement. Merci à tous d'avoir participé, à Milena, à Michel Louba, à Christelle Curat, à Michel Windols, à Gérard Charpie, Milena Tussaud, j'en passe, hein, Magali BSR, Beth évidemment, Cathy Keller, France Dépression, etc., etc. J'avais plein de choses à raconter sur ce que j'avais écrit. J'en reparlerai la prochaine fois avec la séance de relaxation qu'on fera. Je voudrais vous dire bien, je suis désolé que le son soit mauvais, que évidemment on fera mieux la prochaine fois, j'espère en tout cas, et que je suis donc merci d'avoir résisté malgré les conditions mauvaises de l'enregistrement d'aujourd'hui. Je vous souhaite une semaine, bon cours à tous, je vous envoie ma sympathie. Au revoir, à bientôt.